Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, où aujourd'hui il sera question de La splendeur du Portugal d'António Lobo Antunes. Un roman foisonnant, un roman dans lequel on se perd dans la langue de Lobo Antunes, la richesse du déferlement des mots et la mémoire des personnages, le chevauchement du passé, du présent et des points de vue qui passent d'un personnage à l'autre, une même famille, la mère, les trois enfants, la mère restée en Angola, les trois enfants revenus ou venus même au Portugal après la fin de la colonisation de ce pays-là. Et les souvenirs, souvent terribles, et les blessures d'enfance qui surgissent dans le flux des mots dans la tête de ces personnages. Voilà à quoi ressemble ce livre-là. Un dialogue entre une date, le 24 décembre 1995, un soir de réveillon. L'un des enfants, Carlos, attend que viennent son frère et sa sœur pour manger chez lui. Bien sûr, on sait d'emblée qu'ils ne viendront pas, parce que cette famille-là est une famille qui ne tient pas. Et puis, cette date, avec en écho les souvenirs de leur mère, restée en Afrique. Souvenirs qui se rapprochent toujours plus de cette date fatidique du 24 décembre 1995. Mais ça commence dans un passé assez lointain. 21 juin 1982. J'ai compris que la maison était morte lorsque les morts ont commencé à mourir. Mon fils Carlos, tout enfant, croyait que l'horloge murale était le cœur du monde, et j'avais envie de sourire, sachant depuis belle lurette que le cœur du monde, le vrai cœur du monde, n'était pas là parmi nous, mais au-delà du patio et du bois de séquoia, dans le cimetière où du temps de mon père on enterrait côte à côte les noirs et les blancs. Tout comme avant mon père, à l'époque du premier propriétaire de tournesol et de coton, ils enterraient les blancs qui se promenaient à cheval en donnant des ordres avec les noirs qui ont travaillé au labour au cours de ce siècle et du précédent encore, un rectangle enclos de murs crépis à la chaux, le portail ouvert coiffé d'un crucifix en train de nous attendre, des dalles et des dalles sans aucune suite ni date ni relief ni nom noyés sous les broussailles, des saules qui ne poussaient pas, des cyprès desséchés, une stèle destinée aux adieux sur laquelle dormaient des chats errants qui se hérissaient à notre vue pour nous barrer l'entrée. Le vrai cœur de la maison, c'étaient les herbes sur les tombes à la fin du jour ou au seuil de la nuit, disant des mots que je comprenais mal, par peur de les comprendre, non le vent, non les feuilles, des voix racontant une histoire insensée, pleine de gens et de bêtes et de meurtres et de guerres, comme si elles chuchotaient sans relâche nos fautes, nous accusaient, répétaient de grossiers mensonges, que ma famille et la famille avant la mienne étaient arrivés comme des voleurs et avaient détruit l'Afrique. Mon père recommandait « N'écoute pas ». Et dans tout le texte, il y a cette structure-là, les pensées, les ressassements ici de la mère
qui convoque le passé, qui convoque les ancêtres, et puis toujours interrompant ceci des bribes de dialogue, souvent se répétant. N'écoute pas. Voilà ce que disait le père de la mère. Et cela renforce ce ressassement, cela donne un rythme aussi à cette lecture qui fouille les détails, qui essaye de tout redonner de ce passé disparu. Et puis, il y a dans ce passé-là, le passé colonial, le passé des Portugais en Angola, ce qui reste tabou et qui soudain se dit et qui déchire la famille, le fils Carlos, apprenant qu'il est métis dans une société raciste. J'avais 7 ou 8 ans, et à l'étage, les pantoufles de mon père bombaient le plafond. Josélia battait des tapis, Damiao nettoyait l'argenterie au salon, les cailles flânaient dans le jardin, et Maria d'Abois mortait, non pas en me donnant du jeune monsieur, mais en me tutoyant, comme si elle avait valu la même chose que moi, comme si elle avait été mon égale. Tu es noir. Sous les coups de battoir montaient des envolées de poussière à intervalles fixes. Le contremaître répartissait les bailundos à coups de sifflet. Moi, sans comprendre, tu es noir. Maria d'Abois morté qui fourrageait dans le four la cigarette à l'envers à l'intérieur de ses lèvres, au moment où les pans ont commencé à répéter tous en chœur « Tu es noir !» où les setters et les bailundos m'ont regardé fixement de l'autre côté des croisées, sous un ciel de désastre. Tu es noir. Les 6 enfilades de hublots d'un paquebot naviguant vers la digue se superposaient aux guirlandes de la mairie et aux projecteurs du chantier que la pluie dispersait. Léna m'avait fait savoir qu'elle enlevait son collier en desserrant l'attache derrière sa nuque. Nous allons continuer à attendre ton frère et ta sœur jusqu'à l'aube. Et voilà qu'au bout de 18 ans de mariage et d'aveuglement, j'ai compris qu'elle ne voulait pas tomber enceinte pour ne pas subir la honte de porter un métis dans son ventre, qui lui saloperait le berceau, qui lui saloperait la maison. J'ai compris parce qu'elle se dérobait dès que je commençais à prendre mes aises sous la couverture. C'est un passage où on voit très bien l'entremêlement du temps. J'avais 7 ou 8 ans, puis 18 ans de mariage, et tout le temps qui a passé entre deux. Cette révélation, tu es noir, tu es métisse, alors que l'enfant, élevé dans une famille de blancs, dont on ne sait pas trop, en tout cas je n'ai pas très bien compris son origine, cet enfant découvrant qu'il est noir dans une société raciste, dans une société où il est traité comme supérieur en tant que blanc, et où tout d'un coup, tu es noir. Et cette phrase-là, dite par Maria d'Abois morte, une noire, est ressassée, est redite, et dite ou imaginée, dite par tous comme une accusation, comme ces phrases qui nous traversent sans cesse la tête. On l'a entendue une fois, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient, au point que, tant d'années après, dans ce 24 décembre où l'on attend le frère et la sœur, avec Léna, l'épouse de ce personnage de Carlos, eh bien, on continue à souffrir de cette révélation. Et l'on apprend
au passage qu'ils ne viendront pas, que la séparation entre Carlos, le métis, et son frère et sa sœur ne se résorbera pas ce soir-là. La première partie du livre, c'est le point de vue de Carlos, le métis, en alternance avec celui de sa mère. Puis c'est le point de vue d'un autre frère épileptique et cruel qui s'appelle Rui. Et puis c'est, dans la troisième partie, le point de vue de Clarisse, la sœur, qui se donne à des hommes plus âgés qu'elle. Tous ces enfants ont créé la mauvaise réputation de cette famille-là. Et là encore, on ressasse les souvenirs les plus sombres, les plus glauques, les plus violents. Il y a un fond de guerre derrière certains passages de ce livre-là, ou alors ces moments où Clarisse doit se rendre dans un étrange lieu parce qu'elle a soi-disant une maladie de rein, maladie que les hommes qu'elle fréquente lui ont donnée, mais maladie honteuse, pas vraiment maladie bien sûr, mais racontée du point de vue du frère Rui, l'épileptique qui ne comprend pas tout. Eh bien, encore une fois, on recrée un monde sombre. Et on le recrée aussi avec force de détail. On est véritablement dans un endroit qui apparaît sous nos yeux, ces banlieues, ces bidonvilles, ces entre-deux. Ma sœur Clarisse à moi, c'est là-bas. Dans la partie de Luanda qui n'est ni ville, ni bidonville, ou bien les deux, et ni l'une ni l'autre à la fois, avec encore des pavillons et des immeubles, mais inachevés, des baraques affichant l'apparence et la prétention d'être des immeubles, des édifices moitié en briques, moitié en bois, flanqués de jardinets poussiéreux, des cachots branlant du linge d'ouvriers pendus sur des cordes, une file de personnes devant la fontaine publique réduite à un vieux robinet en métal, fiché dans un bloc de ciment, s'égouttant en un minuscule filet avaricieux, terreux, qui rampait sur le sol en affolant les abeilles, des édifices moitié en briques, moitié en bois, habités par des blancs plus pauvres que les autres blancs, autrement dit très pauvres, et des noirs plus riches que les autres noirs, autrement dit quasiment misérables, des pavillons et des immeubles que les constructeurs ont laissés inachevés pour aller restaurer les villas de vacances des Américains du pétrole et des Portugais de la bière, les quartiers et les monuments prioritaires du gouvernement, les compagnies d'assurance, les banques, les hôtels, les usines, les infirmeries, les messes et les quartiers de l'armée, des pavillons et des immeubles sans cheminée ni toit, aux fenêtres à peine ébauchées, aux portes obliques, aux tiges de fer dépassant des piliers qui profitaient aux cigognes, à quoi s'ajoutaient des cabanes de planches et de terre battue pour compléter les couloirs, les salles à manger, les cuisines et les chambres. Clarisse à moi, c'est là-bas. Comme s'il pouvait exister un cabinet médical parmi ces impasses et ces sentiers bordés de varices de baobab et de vieux menaçants avec un tromblon l'étendue de la mer, comme si un docteur expert en maladies des reins pouvait s'établir au milieu de bétonnières et de tibias, de grues flanquées d'une chèvre flairant leurs genoux, mon frère Carlos dans la maison d'Alvalade, donnant sur le centre-ville vers les bonshommes qui troquaient pièces angolaises contre pièces portugaises, 10%, 12%, 17%, 25% sur la place de Versailles, la maison d'Alvalade,
loué à des amis de mes parents, jonchés de peaux d'antilope et de zèbre, sur tous les planchers et sur tous les sofas, des arcs, des lances et des boucliers en léopard sur tous les murs, des grues et des pélicans empaillés sur toutes les armoires, sans parler du singe dans sa cage sur le balcon, poussant des ricanements dès qu'il sentait notre présence, un sagouin que je torturais avec un tison à portée de la cuisine, Clarisse en le voyant sur le plancher de la cage. Qu'est-il arrivé à la bestiole? Des petites lumières arpentaient le sable la nuit. Au collège, le professeur d'histoire se mettait sur la pointe des pieds au milieu des cartables, les bras écartés, et comme s'il allait s'envoler. Et César dit, tout d'un coup la parole du professeur d'histoire, et toujours ces enchaînements d'événements qui arrivent par la pensée, par ces phrases entendues, toujours avec ces paroles. Vous avez le petit tiret qui vient à chaque fois interrompre le ressassement. Et tout au long du livre, c'est comme ça. Et tout au long du livre, le lecteur est assailli par un flux dans lequel souvent il se perd, ou en tout cas dans lequel souvent je me suis perdu. Je ne suis pas du tout certain d'avoir tout compris à ce livre-là, bien au contraire. Mais il y a une puissance aussi dans les détails, des listes très fréquentes de ce que les personnages revoient, comme on a pu le voir ici dans la description de cet entre-deux, cet endroit qui mêle les blancs et les noirs dans la société hiérarchique de l'époque coloniale. Voilà quelques extraits de La splendeur du Portugal de Lobo Antunes. La puissance d'une langue, son déferlement et la mémoire qui déferle avec ce poids du temps et de l'histoire.